Le cuirassé Bismarck, fleuron de la marine allemande, a sombré le 27 mai 1941 dans l'Atlantique, seulement 8 jours après le début de sa première opération. Mais comment ce symbole de la puissance allemande a pu être si rapidement envoyé par le fond ? Le Bismarck, c'est un beau bébé. Les Allemands débutent sa construction le 14 février 1939 pour l'achever durant l'été 1940. 251 mètres de long pour 36 de large, plus de 41 tonnes. 320 mm de blindage à la ceinture. C'est le plus gros navire allemand et le troisième plus gros au monde derrière le Yamato et le Musashi. Il est doté d'une vitesse d'environ 30 nœuds, soit environ 55 km/h. Le Bismarck a comme armement principal 8 canons de 380 mm répartis en 4 tourelles doubles. 2 à l'avant, Anton et Bruno, et 2 à l'arrière, César et Dora. Après plusieurs mois d'entraînement intensif en mer et un bout de temps passé à Hambourg pour des révisions et des modifications, en fin avril 1941, le Bismarck est fin prêt. Le Bismarck a comme mission d'intercepter des navires marchands en provenance du continent américain et de lutter contre la Royal Navy qui les défend. Pour cela, le Bismarck est accompagné du Prinz Eugen. Le 19 mai, le cuirassé et le croiseur lourd, escortés par des destroyers et par la Luftwaffe, prennent la mer. Le 20 mai, près de Göteborg, le convoi croise le Gotland, un navire suédois. Il ne pose pas de problème de par la neutralité suédoise. Mais le commandant informe ses supérieurs du passage des Allemands, et ces informations vont se retrouver de fil en aiguille à Londres. En passant près des côtes vers Kristiansand, le convoi est repéré, cette fois-ci par un membre de la résistance qui en informe directement Londres. Le 21 mai, les Anglais photographient le Bismarck près de Bergen. Les Allemands visent l'Atlantique Nord. Pour cela, ils empruntent le détroit du Danemark, qui se situe entre le Groenland et l'Islande. Mais c'est sans compter sur les Anglais qui cherchent à intercepter au plus vite le convoi. Des navires sont disposés sur les 2 voies d'accès pour passer de la mer du Nord à l'Atlantique Nord. En plus du dispositif de surveillance, un dispositif d'interception est mis en place. Il est composé du Hood et du Prince of Wales. Ces 2 navires jouissent d'une certaine réputation. Ils peuvent tous les 2 très bien rivaliser avec le Bismarck. Le Hood est un croiseur de bataille mis en service en 1920, ce qui ne l'empêche pas de batailler avec les vaisseaux construits récemment. Le 23 mai, les Allemands sont repérés. Le groupe d'interception met alors le cap vers le nord pour arrêter le convoi au débouché ouest du détroit du Danemark. Le 24 mai, à 5h45, les 2 groupes rivaux se repèrent et 10 minutes plus tard, un duel d'artillerie s'engage. Le Hood manœuvre pour naviguer en parallèle du Bismarck, ce qui lui permet d'utiliser l'ensemble de ses canons principaux. Mais ce procédé a un risque. La totalité du flanc tribord est exposée au feu de l'ennemi. À 6h, le Hood est frappé à son talon d'Achille. L'obus de 380 perfore le pont faiblement blindé et se loge dans la soute à poudre et munitions. Une explosion retentit et une sorte de champignon se forme au-dessus du Hood. Le navire est brisé en 2 et sombre en quelques minutes. On ne retrouve que 3 survivants sur les 1419 hommes d'équipage. Le Prince of Wales, endommagé, est contraint de se retirer. Cette bataille paraît être une victoire parfaite pour l'Allemagne. Mais pas tout à fait. Avant de briser le combat, le Prince of Wales a atteint la pièce maîtresse du convoi allemand, le Bismarck. L'obus a perforé de part en part le bâtiment, et il y a 2 conséquences à cela. D'abord, de l'eau de mer s'est introduite dans le compartiment avant, 2000 tonnes pour être plus précis. Ensuite, le passage de l'obus a rompu une vanne d'alimentation d'une cuve à mazout. Résultat, 1000 tonnes de mazout s'est échappé pour se mélanger à l'eau de mer présente dans le compartiment avant. En résumé, le Bismarck est mal en point. L'amiral décide d'abandonner la mission pour se réfugier à Brest. Le Prince Eugen, intact, poursuit sa mission sans le Bismarck. De sa position jusqu'à Brest, il y a près de 3000 km. Et comme il manque de mazout, le Bismarck doit réduire sa vitesse à 22, soit 37 km/h. Et comme si ce n'était pas assez problématique, Gunther Legends, le commandant du Bismarck, met fin au silence radio et informe son grand amiral Raeder de sa décision de rejoindre Brest. Mais les Anglais captent et décodent le message. En résumé, le Bismarck est seul, endommagé, ralenti et repéré. Il est vulnérable et les Anglais ne veulent pas voir ce cuirassé hors norme s'en sortir comme ça. La Royal Navy met alors le paquet pour porter le coup de grâce au Bismarck. C'est le début d'une traque. Le 24 mai, après avoir colmaté provisoirement les dommages de sa coque, le Bismarck subit un premier torpillage. Des torpilles sont lancées par des avions venant du porte-avions Victorious. Les pilotes inexpérimentés se sont au départ dirigés vers le HMS Norfolk.
avant de se faire tirer dessus par les batteries anti-aériennes du Bismarck et de se rendre compte qu'ils attaquaient le mauvais bateau. Après un demi-tour, 9 torpilles sont lancées sur le navire allemand. Une d'entre elles atteint à tribord le cuirassé sans conséquence. Dans la nuit, une manœuvre de diversion porte ses fruits et permet au Bismarck d'échapper à ses poursuivants. Le 25 mai, Hitler et Raeder souhaitent un joyeux anniversaire à Lutyens. Le 26 mai, le Bismarck est retrouvé par un avion. Il se trouve à 1280 km à l'ouest de Brest. Le porte-avions Ark Royal est missionné dans le but de torpiller le cuirassé allemand. À 14h50, 15 Swordfish décollent et de par un incroyable malentendu, torpillent le HMS Sheffield, un destroyer anglais. Mais les torpilles n'explosent pas suite à un mauvais réglage du système de mise à feu. Les avions avaient pris le Sheffield pour le Bismarck. À 18h50, une nouvelle vague de Swordfish est lancée, sans résultat. À 21h, 19 avions décollent du Ark Royal. Cette fois-ci, 2 torpilles touchent le Bismarck. Le vrai, cette fois-ci. Une torpille ne cause aucun dommage majeur, mais l'autre vient s'écraser sur la poupe du navire allemand, explosant la barre de direction du gouvernail tribord. Le safran, une partie du gouvernail qui permet de changer la direction du navire, est bloquée. Ce dommage condamne le Bismarck à tourner constamment en rond. Lutyens rapporte à son état-major. Navire incontrôlable. Nous combattrons jusqu'au dernier obus. Le 27 mai, à 8h45, le Bismarck est contraint d'affronter les Anglais à 1 contre 4. C'est un déluge de feu qui s'abat sur le vaisseau allemand. Les artilleurs allemands font de leur mieux, mais à 8h31, l'armement principal du cuirassé allemand est mis hors d'état de nuire. Le bateau prend feu. Au total, c'est 400 obus qui ont touché le Bismarck. Vers 10h20, 2 torpilles touchent le navire et le font chavirer. À 10h35, le Bismarck est enfin envoyé par le fond. Sur les 2131 hommes embarqués, seuls 116 survivants et un chat sont recueillis. Le Bismarck à l'état d'épave s'est vu finalement sabordé par son propre équipage. Le cuirassé allemand a rendu l'âme à 650 km de Brest, à peine une demi-journée d'une zone protégée par l'aviation et les sous-marins allemands. Après la perte du Hood, la Royal Navy a tout mis en œuvre pour laver son honneur. Le plan allemand qui consistait à asphyxier l'Angleterre a totalement échoué. À ce moment, les cuirassés étaient souvent les pièces maîtresses des forces navales, mais la défaite du Bismarck vient remettre en question ces bateaux et leurs utilisations. Partout les porte-avions vont s'illustrer, comme par exemple dans la guerre du Pacifique où les porte-avions américains vont jouer un grand rôle et détruire le Yamato. L'épave du Bismarck est retrouvée le 8 juin 1989, 48 ans après son naufrage, par la même équipe qui avait découvert en 1985 le Titanic. Voilà l'histoire du Bismarck, fierté du peuple allemand. Bijou d'architecture navale, érigé au sommet pour finir 3 jours plus tard au fond de l'océan.